Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Colline Musel, vétérinaire, coach, formatrice et cofondatrice de WonderVet. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire, entrepreneur, podcasteuse et fondatrice de Thémavet. Bienvenue sur le podcast numéro 1 de la profession qui démontre qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, qu'ils soient praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, leurs réussites et les joies qui vont avec, mais aussi leurs difficultés et leurs échecs. C'est toujours avec le même enthousiasme que nous prêtons notre micro aux vétérinaires pour la 3e saison consécutive, pour continuer à nous raconter tels que nous sommes vraiment, interroger notre quotidien professionnel bien sûr, mais aussi et avant tout notre rapport à la vie, au monde animal et à la planète. Le tout saupoudré d'une bonne dose de déculpabilisation. Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Sens, directeur de l'École nationale vétérinaire de Toulouse, qui est encore aujourd'hui directeur puisqu'il a été reconduit en 2024 pour un second mandat. Bonjour Pierre, bienvenue sur Veto Micro. Bonjour. Alors, je suis honorée que vous ayez accepté mon invitation. Il a fallu attendre la saison 3 de Veto Micro, mais ça faisait longtemps qu'on voulait avoir un directeur ou une directrice de NV. Je ne sais pas s'il y a eu des femmes directrices d'ailleurs. Oui, il y a eu des femmes directrices de NV. Ouais. Hein. Yes. Alors j'ai eu l'occasion de vous rencontrer il y a quelques années, aux alentours de 2018, pour une thèse que je vais citer, qui portait sur l'analyse de l'inadéquation offre-demande en ressources humaines vétérinaires avec Guillaume Chevalier. Et pour l'enquête, j'avais donné accès à Guillaume aux statistiques emploi de VétoJob. Un joli travail en était ressorti et j'avais senti chez vous une appétence pour ces sujets socio-professionnels, appétence que je partage. Donc je suis vraiment ravie qu'on puisse prendre un temps pour parler de tout ça au prisme de votre fonction actuelle de directeur. Quelques mots sur votre parcours. Vous êtes sorti de Toulouse en 90 et vous êtes resté à Toulouse puisque vous avez fait une carrière dans l'enseignement jusqu'à devenir en 2019 le directeur de l'ENVT. J'en dis pas plus parce que vous allez nous raconter tout ça et sans plus tarder, je commence par la première question. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir vétérinaire ? Alors, c'est toujours difficile parce qu'il y a toujours probablement un peu de reconstruction dans ces. Bon, c'était quelque chose d'ancien, en gros, que je date à peu près au niveau de l'école primaire ou tout début du collège. Disons, sans avoir du tout de famille, ni dans le monde vétérinaire, ni dans le monde médical. Donc, c'est difficile de savoir exactement pourquoi. Et peut-être l'influence de visites et de séjours que je faisais régulièrement chez mes grands-parents maternels dans les Charentes-Maritimes et paternels dans le Tarn, dans lesquels on côtoyait des exploitations agricoles, on voyait des vétérinaires intervenir dans des petites exploitations, c'était pas des très grandes exploitations, et probablement c'est à cette occasion-là que j'ai découvert un peu ces activités, ce métier ou ces métiers, et avec toujours dès le début quand même une attirance beaucoup plus pour, on va dire, pour les animaux de production, d'une manière générale pour les productions animales. Oui, vous vous projetiez plus dans de la rurale que de la canine. Voilà, alors pas forcément au moment de l'entrée dans les études, parce que j'étais pas forcément très fixé sur ce que je voulais faire en termes d'activité professionnelle, mais en tout cas l'influence sur pourquoi faire vétérinaire, je pense qu'elle vient plutôt de ce monde agricole que de choses que j'aurais vues sur des vétérinaires canins, quoi, voilà. Sachant que comme j'ai dit, aucune famille, ni dans le monde médical, ni dans le monde vétérinaire, donc c'est pas du tout ça qui m'a influencé dans le choix. D'accord. Vous passez par un cursus en classe préparatoire ? Oui, donc de toute façon, à l'époque, puisque ça date maintenant, on parle des années, milieu des années 80, 86 exactement, on est sur un modèle unique d'entrée dans les classes, dans les écoles vétérinaires, Il n'y a pas plusieurs voies avec plusieurs concours, Il n'y a
qu'une seule voie, une classe préparatoire en un an. Donc il n'y a pas trop de choix, si on peut dire. Donc je suis ce cursus-là au lycée Pierre de Fermat à Toulouse, et du coup j'intègre l'école vétérinaire de Toulouse pour faire mes études. Qu'est-ce que vous retenez de ces années-là, sur le plan des études ou sur les rencontres que vous pouvez faire? Bon, sur la prépa, j'ai été interne, et bon, évidemment, hein, c'était un travail intensif, mais avec à la fois des amitiés qui perdurent, hein, puisqu'on était un groupe dans cette classe avec des personnes que je côtoie toujours, hein, et qui étaient assez soudées. Donc, j'en garde globalement un assez bon souvenir, hein, même si effectivement c'était très intense. Et après, sur la partie études, pareil, le parcours était, je pense, très stimulant, très intéressant. J'étais aussi logé sur le campus pendant les 4 années, donc pouvais profiter de toutes les activités et en étant vraiment immergé dans l'école. Et donc ça m'a, je pense, j'en garde un très bon souvenir en termes d'étudiants. Il n'y a pas de... Au fur et à mesure de vos études, vous vous destinez à quoi? À faire de la pratique, ou vous avez déjà en tête que vous allez vous orienter vers l'enseignement? Ah non, pas du tout. Je ne suis pas du tout rentré dans cette école pour être enseignant. Et en fait, c'est vraiment on va dire un mélange comme souvent, je pense, un mélange à la fois de hasard, d'être là à un certain moment, et finalement d'avoir ensuite une activité qui au départ est une activité qui, par curiosité, on va dire, en disant pourquoi pas, et puis qui finalement devient l'activité. Donc j'explique un peu, hein. Donc durant les études, je pense que j'ai eu la chance, et ça correspond à ce moment-là, j'ai eu la chance de participer à des activités en étant moniteur, ce qu'on appellerait maintenant jobiste, hein, moniteur en production animale, dans le service de production animale, ex-zootechnie, économie rurale pour les plus anciens, donc de commencer à encadrer un peu, préparer des TP, des TD, commencer à encadrer un peu des étudiants. Et puis dans cette période-là, tout en étant étudiant, à Toulouse, il y avait des activités qui étaient portées un peu sur un mode associatif, ce qui serait peut-être actuellement des GTV juniors ou quelque chose comme ça, mais pilotés par des enseignants et non pas pilotés par des étudiants, qui s'appelait le Bureau des productions animales. Donc en fait, où on faisait beaucoup d'activités extrascolaires et extra-curriculaires, donc non inscrits à l'emploi du temps, sur la base de volontariat, avec une organisation par espèce, donc avec un groupe qui était sur la porcine, un groupe qui était sur les volailles, un groupe qui était sur les ruminants, etc., etc., et encadré par des enseignants. Et donc là, je dois rendre hommage au professeur Roland Daré, hein, qui est la personne qui m'a à la fois encadré, recruté, qui animait ce collectif du Bureau des productions animales, et en fait qui nous a donné l'opportunité à beaucoup d'étudiants, en tout cas les étudiants qui étaient intéressés, de rentrer en contact avec le monde professionnel, et pas que le monde professionnel vétérinaire, le monde professionnel des filières animales, de développer des petits projets, des projets un peu sur un mode un peu junior entreprise, quoi, hein, mais junior entreprise en production animale, on va dire. Et donc pendant les études, en 3e, en 4e année essentiellement, puisque le cursus à l'époque ne durait que 4 ans, hein, on était sur un cursus en 4 ans, en 3e, en 4e année essentiellement, j'ai eu l'opportunité en tant qu'étudiant de participer essentiellement sur le groupe volaille, hein, puisque je suis originaire des Landes, donc j'avais beaucoup travaillé sur les filières palmipèdes notamment, et donc du coup de travailler comme ça sur des projets avec d'autres étudiants encadrés par des assistants, et il y avait d'autres groupes, comme j'ai dit, sur la bovine, sur le porc, etc., etc. Et ça, je pense que, alors d'abord j'ai découvert ce que des vétérinaires pouvaient faire dans ces milieux-là, avec beaucoup de diversité, mais aussi comment des vétérinaires pouvaient travailler sur des sujets liés à la qualité, en entreprise, sur des sujets extrêmement divers, et
on va dire la possibilité de collaborer avec d'autres métiers pour résoudre en fait des problèmes concrets, puisque l'objet de ces sections, on va dire, de bureaux de protection animale, c'était véritablement de répondre à des attentes professionnelles. C'était un peu comme des commandes, on va dire, de type junior entreprise. Donc vous couvrez d'autres facettes en fait du métier de vétérinaire à cette occasion-là. Voilà. Et donc ça, j'en garde vraiment un très très bon souvenir et je pense que c'est quelque chose qui a marqué aussi. Voilà. Et donc après, quand j'étais en fin d'études, il s'est trouvé que le professeur Roland Daré m'a proposé d'être à mon tour assistant en production animale. Donc quand on dit assistant à l'époque, c'était en fait ce qu'on appelait aussi dans le domaine clinique des chargés de consultation, mais là on n'était pas dans un domaine clinique, donc j'étais assistant sur des contrats qui durent 1 an et qui sont éventuellement renouvelés une fois. Donc j'ai dit pourquoi pas. Voilà, ça peut toujours consolider quelque chose. J'étais pas du tout parti pour faire une carrière d'enseignant-chercheur. Et puis il se trouve que au renouvellement en fait de ce contrat-là, la 2e année, et c'était concomitant en fait de la bascule et de l'adoption du décret de 1992 qui crée le statut des enseignants-chercheurs. Voilà. Donc là, pour renouveler le contrat, en fait, il fallait rentrer finalement dans un processus un peu différent et avoir un poste en fait de ce qu'on appelle des assistants d'enseignement et de recherche contractuels, et qui du coup avec un engagement de 3 ans pour faire une thèse d'université. Voilà. D'accord. Et donc là j'ai hésité, j'ai dit finalement est-ce que c'est ça que je veux faire ou non? Oui, parce que là il y avait quand même ça dure longtemps, c'est un vrai investissement, donc ça posait question. Ça posait question, et puis si effectivement on s'engageait dans cette voie-là, ou je m'engageais dans cette voie-là, a priori après une thèse d'université, c'était quand même plutôt pour viser un poste de maître de conférence et puis de rester dans l'enseignement et de la recherche. Et donc le challenge en fait que toujours le professeur Roland Daré m'a proposé, c'est de dire j'ai le sentiment où on constate qu'il y a des besoins en termes d'enseignement, d'économie, de gestion. Il y avait des choses qui commençaient à se faire, mais sous des formes d'enseignement optionnel à l'école, et de dire est-ce que vous seriez d'accord pour aller vous former en économie et en gestion, mais en économie essentiellement. Donc faire ce parcours-là d'abord faire un DEA, c'est-à-dire l'ancien master, et puis une thèse d'université en économie, pour ensuite développer un enseignement d'économie et de gestion dans le cursus vétérinaire. Donc ça m'a fait hésiter, parce que très honnêtement, je n'avais jamais fait d'économie de ma vie, je n'avais jamais suivi un cursus économie, mais de toute façon, je pense que c'est lié aussi aux motivations pour choisir ces carrières, ce que je disais au début, c'est-à-dire que cette valence-là, elle m'intéressait. Cette valence un peu d'économie de filière, de production agricole, mais sous sa dimension économique, m'intéressait. Et donc j'ai accepté. Et donc je suis rentré dans ce parcours de faire un DEA à l'époque d'économie à l'université Toulouse-Capitole, ici à Toulouse, puis une thèse d'université en économie ici aussi à Toulouse avec l'école d'agronomie de Toulouse. Voilà, donc c'est un peu ça qui m'a fait finalement basculer dans l'enseignement et la recherche. Et puis au terme finalement de ce parcours-là, de continuer et puis de passer un concours de maître de conférence et puis après de dérouler une carrière d'enseignant-chercheur. Voilà. D'accord. Mais c'était absolument pas prémédité, ni c'était pas du tout le but recherché au départ. Mais c'est marrant parce que c'est souvent l'histoire des cursus des personnes que je reçois dans le podcast. C'est un peu le hasard des rencontres entre guillemets, puis les opportunités qui se créent au fur et à mesure. Donc finalement c'est assez logique. Vous parliez là de ce poste de maître de conférence. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ces termes dans l'enseignement, donc professeur, maître de conférence, comment ça fonctionne, comment sont gérées les carrières dans l'enseignement en ENV?
Alors en fait, nous avons un statut d'enseignant-chercheur qui découle donc de ce décret de 1992, qui est en fait similaire, très 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 voisin de celui qui existe auprès dans l'enseignement supérieur, hein, donc les universités, mais qui est rattaché, puisque nous sommes sous tutelle du ministère de l'Agriculture, qui est rattaché au ministère de l'Agriculture. Donc en fait, il y a trois, on va dire, corps. Il y a un poste, d'abord des postes contractuels que je viens de décrire, assistant enseignement et de recherche contractuelle, pendant lesquels, sur des contrats de 3 ans, la mission, l'objectif, c'est d'obtenir une thèse d'université en commençant à assurer un demi-service d'enseignement. Donc un demi-service d'enseignement en étant contractuel, mais avec l'assurance d'avoir au terme des 3 ans, ou éventuellement ça peut se prolonger un petit peu, d'avoir une ouverture de concours pour se présenter au titre de maître de conférence, pour accéder au statut de maître de conférence, pour devenir fonctionnaire et titulaire d'un poste. Alors, assurance d'ouverture d'un poste qui n'est pas réservé à la personne qui est actuellement versée. Le concours, il est ouvert, donc toute personne qui répond au profil et qui a les diplômes nécessaires peut se présenter à ce poste. Donc, lorsqu'on se présente à ce concours, donc de maître de conférence, pour se présenter, il faut avoir une thèse d'université. Donc c'est ça qui change par rapport à la situation existante auparavant. Et ensuite, il y a un certain nombre d'échelons, de corps, etc., qui sont passés à la fois sur ancienneté, mais à la fois aussi sur décision, donc avec des commissions nationales qui évaluent des dossiers d'enseignants-chercheurs pour faire passer les différents niveaux. Et puis pour accéder au corps des professeurs, là il faut obtenir en fait un autre diplôme qui s'appelle l'habilitation à diriger les recherches, donc l'HDR, qui est en fait un diplôme universitaire qui se passe sur, on va dire, un bilan d'activité qui est soutenu sous la forme d'un mémoire et qui porte en fait sur des activités de recherche et surtout sur les activités d'encadrement de la recherche. C'est-à-dire que l'idée, c'est de montrer qu'on est en capacité d'encadrer des thèses d'université, d'encadrer des masters, d'encadrer, etc. Et donc, d'où son titre, hein, habilitation à diriger des recherches. Et donc, c'est le prérequis en fait pour se présenter à un concours de professeurs. Voilà. Et ensuite, on accède au corps des professeurs. Et puis là encore, il y a des échelons, des niveaux, etc. Voilà. Ok. D'accord. Et quand vous êtes maître de conférence ou après professeur, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu un état des lieux de la fiche de poste, entre guillemets, les missions qui ont l'air très variées, parce qu'il y a une partie enseignement, une partie chercheur. À quoi ça ressemble une semaine de la vie d'un maître de conférence ou d'un professeur? Oh, je pense qu'il n'y a pas véritablement de semaine type. Voilà. Simplement, le statut indique que on doit partager notre temps en 50% dédié à l'enseignement et 50% dédié à la recherche. Dans l'enseignement, il y a de la formation initiale, bien sûr, hein, qui est la priorité de l'activité, mais il y a aussi la participation à de la formation continue, l'organisation de formations continues, hein, qui sont organisées. Et il y a aussi dans cette activité-là des activités qui sont liées à ce qu'on pourrait appeler de l'administration de l'enseignement ou de l'administration de la recherche, c'est-à-dire des activités un peu transversales dans lesquelles on peut s'investir au sein de l'école. Par exemple, être responsable d'un département d'enseignement, être responsable d'une unité pédagogique, être responsable d'une unité de recherche, s'occuper, de la politique des stages dans l'école, s'occuper de relations internationales, etc., etc. Il y a plein de fonctions différentes, et donc ça complète évidemment l'activité. Donc c'est pas vraiment, évidemment, il y a des périodes où on va faire plus d'enseignement et moins de recherche.
il y a des périodes où on va être plus concentré sur de la recherche parce qu'on a moins d'enseignements à réaliser, hein. C'est un fonctionnement qui n'est pas véritablement un fonctionnement comme dans un lycée où toutes les semaines on a 2 heures d'enseignement, 3 heures Oui, bien d'enseignement sûr. inscrits avec la même classe, etc. Là, on est sous la forme de modules. Vous connaissez les cursus vétérinaires, donc il y a des périodes où il y a moins d'enseignement pour un enseignant donné qu'à d'autres périodes. Mais voilà, ça se partage comme ça. Et après, il y a aussi une variation au cours de la carrière, hein, puisque en fonction, plus on avance en fait dans la carrière, plus on est dans des fonctions d'encadrement, dans des fonctions de pilotage, dans des fonctions de direction de projet. Par exemple, en recherche, on va davantage avoir pour objectif de monter des projets de recherche, d'obtenir les financements pour ces projets de recherche, de recruter les bonnes personnes, etc. Et puis d'être moins sur de l'opérationnel de la recherche. Donc faire, pour ceux qui sont par exemple dans des activités de laboratoire, ils vont être moins à la paillasse, on va dire, et beaucoup plus à la conception, à l'organisation de la recherche. Donc, mais ça, c'est le déroulé d'une carrière, en fait, qui fait ça. Donc, ce que j'entends, c'est que c'est finalement assez varié, c'est-à-dire qu'il y a une grande diversité de missions dans le poste, non seulement sur une année, mais en plus une carrière qui évolue et finalement des missions qui vont évoluer puisque ça va aller plus dans l'encadrement et dans de la gestion de projet, en fait. Oui, et puis il y a aussi, et ça, je pense que c'est une caractéristique, un atout et un intérêt, c'est qu'il y a aussi une grande opportunité, une large possibilité de construire un peu son parcours. C'est-à-dire sur des initiatives, on va dire en prenant en compte des initiatives, enfin en saisissant des opportunités et en construisant aussi en fonction de ses centres d'intérêt, en fonction, etc. Il y a des opportunités qui se présentent et puis on les prend pas. Alors évidemment tout ça se régule à l'échelle d'un établissement parce que si chacun fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, ça peut pas le faire. Mais il y a des incontournables évidemment, mais il y a aussi beaucoup de possibilités de développer des activités qui rentrent dans les missions de l'école, encore une fois, hein, il s'agit de rester là-dedans, mais qui offrent beaucoup d'opportunités pour, selon des phases, on va investir plus dans un sujet à certains moments, et puis peut-être on investira plus dans un autre 10 ans après, mais je pense que c'est une vraie opportunité de ce statut-là. Et qu'est-ce qui vous plaît à vous? Qu'est-ce qui a fait que finalement vous êtes resté et vous avez choisi d'orienter vraiment votre carrière et de rester à l'ENVT dans la recherche et l'enseignement? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ces missions-là à ce moment-là? C'est un peu ça, c'est-à-dire que, alors, moi, vu les activités notamment de recherche que j'ai fait, puisque j'ai fait de la recherche en économie des filières animales essentiellement, pour faire simple, et cette recherche-là, elle ne pouvait pas se faire au sein de l'école puisqu'il n'y avait pas d'unité de recherche dédiée à ces activités-là. Donc forcément, j'ai dû aller à l'extérieur et j'ai dû aussi collaborer avec des chercheurs, avec des personnes qui s'occupent de techniciens, on va dire, des ingénieurs d'études, enfin tout, qui ne sont pas vétérinaires, qui n'étaient absolument pas dans le domaine vétérinaire, et donc d'ouvrir beaucoup finalement de perspectives et de collaborer, de travailler avec des personnes qui ont d'autres formations, d'autres visions, Donc encore ce grand besoin de diversité finalement. Voilà, et ça finalement, moi je le considère comme une chance parce que ça m'a permis justement d'aller explorer, de voir des choses et aussi d'apprendre beaucoup de personnes qui sont pas du tout dans nos métiers ou dans nos cursus d'origine. Voilà. Et puis en termes d'enseignement, pareil, de défricher un peu des choses qui n'étaient pas forcément totalement enseignées à ces époques-là, donc de mettre en place un enseignement autour de problématiques professionnelles, notamment d'économie, de gestion dans la formation initiale, de développer aussi de la formation continue, voilà. Donc, je pense qu'il y a
y a beaucoup de choses, enfin, il y a beaucoup d'évolutions et donc il y a vraiment des opportunités. Ok, très clair. Et donc finalement, en 2019, nouvelle évolution, puisque vous devenez directeur de l'ENVT. Comment on devient directeur de NV? Comment ça se passe et quelles sont les compétences attendues pour un tel poste? Pourquoi quelque part bon voilà, c'est un poste une fonction, on va dire, qui m'intéressait parce que au cours du parcours d'enseignant-chercheur, j'ai eu l'opportunité et puis le souhait aussi d'occuper un certain nombre de fonctions transversales dans l'école. Quand je dis transversales, c'est-à-dire des fonctions qui sont nécessaires et qui sont au service du collectif, voilà, et qui sont pas forcément disciplinaires. Donc, j'ai été responsable pendant longtemps de l'unité pédagogique de production animale, mais aussi après du département qui s'appelle chez nous enseignement élevage et produits santé publique vétérinaire, donc qui va en gros de l'élevage jusqu'à la transformation des produits animaux, en passant par tout le champ des productions animales, on va dire. Donc là, on est vraiment dans de l'animation de collectif. Voilà. Je me suis occupé des relations internationales, voilà, un certain nombre de fonctions qui finalement m'ont amené à travailler, à collaborer, à animer un certain nombre de collectifs, et que je me suis dit à un moment que finalement ça pouvait être intéressant de passer sur une fonction de direction, et donc c'est pour ça que après avoir hésité quand même, parce que que je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour aussi continuer à essayer de faire avancer l'école et essayer de rentrer dans cette logique de projets et de continuer à pousser des projets, cette fois-ci avec des dimensions qui évidemment sont plus exactement les mêmes puisqu'elles sont plus que dans l'enseignement et la recherche. Il y a beaucoup d'autres sujets qu'on a mené à traiter lorsqu'on est en position de direction. Et alors, comment ça se passe concrètement? Donc, c'est une candidature? C'est une candidature avec donc une discussion préalable avec notre tutelle, donc la direction de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'Agriculture. Je fais court sur l'intitulé du ministère, mais souveraineté alimentaire, la forêt actuellement. Donc un dépôt de candidature, qui en gros est un titre et travaux, une lettre de motivation et qui est une espèce de profession de foi. Voilà, donc un document qui indique quelles seraient les priorités, le projet pour les 5 années à venir. Et c'est une candidature pour une école en particulier? Ah oui, c'est pour une école, puisqu'en fait, ce sont des postes qui sont publiés à l'ouverture, en fonction des calendriers, soit de libération des postes, soit de personnes qui sont en position de direction, qui ne souhaitent pas renouveler un mandat, par exemple. Oui, donc c'est pas en même temps pour les 4 écoles, par exemple. Non. Il y a une chronologie qui est différente en fonction de l'historique de l'occupation de ces postes. Et ensuite, il y a un processus de présentation interne aux écoles, interne à chaque école, donc ici à Toulouse, auprès des principales des communautés, donc des étudiants, des enseignants, des personnels non enseignants, etc. Donc d'échanges, de présentation des projets lorsqu'il y a plusieurs candidats, et généralement une consultation organisée au sein de chacune de ces communautés qui vote, mais c'est un vote à caractère consultatif, sachant que la proposition, elle est faite par le conseil d'administration de l'école. Donc dans le conseil d'administration, il y a des élus, des étudiants, des enseignants, du personnel, mais il y a aussi des personnalités extérieures à l'établissement qui représentent la moitié du conseil d'administration. Et donc c'est le conseil d'administration qui, dans une séance réservée à ce sujet-là, vote. Et donc à l'issue du vote, il y a une transmission des résultats
à la direction générale de l'enseignement et de la recherche, et ensuite une décision qui est prise par le ministère. Voilà. Donc c'est processus consultatif des communautés, un vote formel des conseils d'administration, et ensuite une décision de nomination par le ou la ministre de l'Agriculture. D'accord. Et quelles sont les grandes missions d'un directeur ou d'une directrice de NV? On va dire évidemment il y a les missions qui sont liées aux deux grandes missions de tout établissement d'enseignement supérieur, hein, donc les parties d'enseignement, toute la partie enseignement, toute la partie recherche. Donc c'est rendre possible et le plus harmonieux et performant possible l'activité d'enseignement. Et quand je dis performant, hein, c'est notamment où on est soumis à un certain nombre d'évaluations, hein, donc notamment des évaluations européennes, mais aussi des évaluations françaises par la HERS par exemple, sur l'administration des établissements, mais aussi sur les activités des unités mixtes de recherche ou des unités de recherche. Donc c'est garantir les conditions de réussite et de réalisation de ces processus-là en termes d'enseignement et de recherche. Puis après, évidemment, il y a tout ce qu'il y a globalement dans une entreprise, hein, c'est-à-dire l'administration des ressources humaines, de l'immobilier, et bon voilà, on a un patrimoine. Il y a du foncier Voilà, il y a du foncier, il y a du bâti, avec des gros enjeux souvent de rénovation, de reconstruction pour mettre au goût du jour et puis éventuellement faire évoluer, reconstruire avec des écoles qui souvent n'ont pas été construites pour les tailles de promotion que nous avons actuellement, hein. Donc oui, bien sûr. ça, voilà, il y a des enjeux, il y a des défis d'adaptation avec des évolutions de cursus, avec voilà, donc tout ça, donc il y a un gros enjeu sur tout ce qui est patrimoine, évidemment, patrimoine bâti et puis foncier. Et puis il y a beaucoup d'aspects bien sûr sur le fonctionnement des centres hospitaliers, hein, des centres hospitaliers, ce qu'on appelait les cliniques il y a 30 ans, qu'on appelle maintenant des centres hospitaliers universitaires. Alors je vous rassure, je suis sortie en 2011, on disait les cliniques aussi. Hein. Voilà. Et donc évidemment, ça une activité un peu particulière dans une école, puisque c'est une activité qui est dans le secteur commercial, hein, puisqu'il reçoit des propriétaires qui rémunèrent des services, qui paient des services. Donc voilà, donc ça fait partie. Donc il y a vraiment beaucoup de champs d'activité. Heureusement, un directeur n'est pas seul, il est largement aidé par des équipes, par des directions déléguées, par des directions, un directeur, une directeur adjointe, par évidemment une équipe administrative, hein, secrétariat général, direction des ressources humaines, direction des affaires financières et comptables, voilà. Donc c'est vraiment une équipe qui travaille et pas du tout une personne toute seule qui doit qui doit gérer ça, heureusement. Et pendant votre premier mandat, donc de 2019 à 2024, les grands chantiers que vous avez eu à enclencher, ce sont lesquels? Déjà, le premier mandat, il s'est caractérisé par des évaluations extrêmement rapides, hein, puisque moi j'ai pris mon poste au 1er novembre 2019 et tout début 2020 et fin même 2019, on a eu le processus d'évaluation de la 3EV, là, donc de l'association des établissements d'enseignement vétérinaire européenne d'enseignement vétérinaire, donc qui sont venus évaluer l'école en mars 2020, et aussi tous les processus d'évaluation de la HERS là, donc pour l'établissement et pour les unités de recherche. Donc ça a commencé sur des chapeaux de roue de ce côté-là. Et puis après, il faut bien dire que il y a quand même eu la crise Covid. Donc voilà, donc avec un sacré chantier pour essayer de voir comment on pouvait continuer à faire fonctionner l'école tout en respectant le confinement dur dans un premier temps, puis un peu plus souple dans un second temps. Donc beaucoup de
gestion opérationnelle en fait, un peu de gestion de crise quand même, de type gestion de crise pour dire comment on fait, comment on déploie l'enseignement numérique, comment on préserve en fait une formation pratique quand c'est possible, en faisant en sorte que les étudiants soient quand même en partie là lorsque c'était réglementairement possible aussi, et le personnel aussi évidemment. Donc beaucoup de temps consacré à organiser ça. Vous faisiez le parallèle avec un chef d'entreprise, mais en fait, effectivement, là, le parallèle sur la crise Covid, enfin, il y a des grandes similitudes. Oui, sauf que bon voilà, avec quand même nous, et ça il faut le signaler, un accompagnement de notre ministère quand même en termes d'appui, de moyens, donc ça je pense que ça a contribué à passer le mieux possible cette crise-là. Et puis beaucoup de temps consacré en fait à la préparation et aux négociations du contrat de plan État-région pour l'école. Alors c'est peut-être un peu technique, mais notamment pour tout ce qui est projet immobilier. En fait, les fonds que nous pouvons obtenir pour lancer des opérations immobilières, bon, par exemple sur le précédent contrat de plan État-région, ici à Toulouse, on a pu financer la construction d'une nouvelle clinique des ruminants, la construction de nouveaux blocs opératoires, voilà. Et donc ça passe en fait par les négociations dans le cadre de plans quinquennaux ou des fois un peu plus maintenant, qui sont par vagues et qui sont des négociations de contrats entre l'État, la région, donc pour nous Occitanie, et potentiellement quelques collectivités territoriales, des départements, la métropole, etc. Donc là, ce sont vraiment des vagues de négociations sur lesquelles on présente des projets, on fait des demandes donc immobilières, on fait des demandes de financement, et puis évidemment après il y a toute une négociation pour argumenter, dire pourquoi c'est important que le projet soit retenu, pour discuter avec toutes les parties prenantes, donc les bailleurs potentiels pour financer les projets, sachant que il y a des tours de table financiers, on va dire, pour que chacun apporte et dire voilà, moi je suis prêt à apporter tant, mais à condition que lui apporte tant. Voilà. Et donc ça a occupé beaucoup de temps sur, on va dire, jusqu'à au moins 2022. Et ensuite, on est rentré dans une phase une fois que les financements ont été obtenus, de préparation concrète des projets. Voilà, de mise en œuvre, de réflexion sur voilà comment on s'organise pour mettre en place les projets et pour ensuite les faire sortir de terre. Voilà. D'accord. Quelles sont les satisfactions et les difficultés? Alors je me doute qu'il y a eu plus de satisfactions puisque vous rempilez sur un deuxième mandat, mais voilà, quelles sont les satisfactions, les difficultés de cette fonction auxquelles vous avez été confronté? Les satisfactions, c'est que le sentiment de faire avancer des dossiers, de faire avancer des sujets, et encore une fois pas tout seul, avec un collectif et avec toute la collectivité, d'essayer de faire adhérer, même si évidemment c'est toujours difficile de faire l'unanimité et toutes les décisions sont pas forcément faciles à prendre, mais donc l'impression d'avoir quand même fait avancer un certain nombre de sujets, un certain nombre de dossiers, mais aussi le sentiment qu'il reste beaucoup à faire. Et que donc, sans dire que personne n'est indispensable, et les projets ils peuvent être portés par d'autres, ça c'est évident. L'idée que notamment, par exemple, sur ces questions immobilières là, puisque en fait, les financements de notre ministère, notamment, ils se font un peu séquentiellement en les positionnant d'abord sur une école et puis ensuite sur une autre et puis ensuite sur une autre. Donc, ça a commencé il y a quelques années avec Maison Alfort qui en avait bien besoin. Maintenant, c'est plutôt, on va dire, Toulouse et Lyon qui sont financés sur ces contrats de plan État-région, et puis ensuite, ce sera Nantes, parce que c'est un peu en fonction de l'histoire des écoles et en fonction de leur année de construction. Et donc le sentiment que là sur ces projets immobiliers, mais aussi sur d'autres chantiers en termes d'enseignement ou en termes de recherche, 5 ans c'est court, surtout quand
il est quand même largement amputé par la gestion de crise sur Sanitaire. sur ce qu'on vient de dire. Et donc voilà l'idée que je pense que dans la continuité, il y avait des choses à faire, et c'est notamment pour ça que j'ai décidé de me présenter à un second mandat. Je suppose que les directeurs de NV travaillent ensemble. Comment ça se passe, ça? Comment se passe la communication et comment vous essayez d'avancer tous ensemble? Alors oui, on travaille de plus en plus ensemble, notamment sous la bannière de ce qu'on appelle ENVF, École nationale vétérinaire de France. Donc on a une feuille de route qui a été définie il y a quelques années pour avancer en commun sur un certain nombre de sujets, puisqu'en fait il y a des projets qui existaient déjà en inter-école. Je pense par exemple à l'internat, qui sont vraiment des diplômes inter-école, par exemple, des internats cliniques. Mais aussi, il y a des choses nouvelles qui sont apparues. Par exemple, la voie post-bac, le recrutement directement post-bac pour les écoles vétérinaires, avec la mise en place d'une première année commune dans chacune des 4 écoles. Donc ça, c'est un projet très concret. Il y a aussi de plus en plus d'actions de communication commune aux 4 écoles. Donc voilà, ça a été fortement renforcé. Et puis bon voilà, il y a d'autres projets sur la recherche clinique, sur un certain nombre de sujets qui sont sur les échanges d'expériences, sur les chuves, sur voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Alors comment ça se passe concrètement? Ben ça se passe notamment par le fait qu'on a la DGER en fait a missionné 2 personnes qui sont chargé de mission justement d'animation de cette dynamique NVF. L'une plutôt positionnée sur des questions de formation, et la seconde positionnée sur un peu tout ce qui est stratégie de renforcement, de stratégie de rapprochement des 4 écoles, qui gardent leur autonomie, qui gardent leur personnalité juridique, qui gardent et donc ça veut dire qu'on se réunit très régulièrement avec un ordre du jour, avec des sujets qu'on met sur la table, avec des discussions autour de sujets communs, et qu'on essaye de trouver un accord sur un certain nombre de choses. Par exemple, un des projets importants qui a été mené dans le cadre de NVF, c'est qu'on a changé complètement de système d'information hospitalier on est passé d'un logiciel qui s'appelait Clovis, Oui, je m'en souviens. Voilà, un tout nouveau logiciel qui n'est pas un logiciel commercial, qui est désormais accessible par une interface web, qui intègre des nouveaux développements, etc., et qui a été développé pour le compte des 4 écoles. D'accord. Dans une logique avec des chargés de mission, avec des personnes. Oui. Donc là, il y a une logique de mutualisation. Voilà, avec une logique de mutualisation, et de plus en plus avec une logique sans forcément tout partager, parce que bon, les écoles ont chacune leur histoire, leur trajectoire, aussi leurs contraintes, leurs caractéristiques. D'essayer de plus en plus d'échanger sur les sujets, et de bénéficier des bonnes pratiques, ou de bénéficier de faire de l'échange d'expériences, beaucoup d'échanges d'expériences à tous les niveaux, que ce soit en recherche, que ce soit en enseignement, que ce soit sur les centres hospitaliers, que ce soit donc il y a beaucoup donc là j'ai parlé de l'étape, on va dire, ou l'étage plutôt direction, mais il y a la même chose qui existe entre les directeurs de CHUV, entre les directeurs d'enseignement, entre les directeurs de la recherche, etc., pour porter un certain nombre de sujets. Vous avez parlé tout à l'heure de la voie post-bac. Alors j'aimerais qu'on parle des sujets vraiment cursus et avenir de la profession. Souvent, j'entends dans ce podcast mon interlocuteur dire à mon époque c'était comme ça, et en fait on se rend compte que on sait plus bien aujourd'hui comment les choses se passent. Alors moi, pour donner un repère, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis sortie en 2011. Finalement, sur les 10-15 dernières années, quelles sont les grandes nouveautés dans le cursus vétérinaire, et c'est quoi aujourd'hui les grandes caractéristiques de ce cursus? Le cursus, je pense qu'il évolue en permanence, et il évolue notamment par ce qu'on appelle
désormais et qu'on met en place la notion d'approche par compétence, c'est-à-dire que la structuration du cursus, son écriture et quelque part la validation des UE ou des enseignements d'une manière générale est basée et fondée sur l'acquisition de compétences et non pas seulement de connaissances. Donc en fait, l'idée c'est de dire, et ça fait l'objet d'une réflexion avec la profession, dans sa diversité, pas que des cliniciens, dans sa diversité, d'une réflexion qui a été faite, on va dire 2016-2017, et qui va un processus actuellement de révision à nouveau, qui a débouché sur la rédaction d'un référentiel d'activité, un référentiel d'activité professionnelle d'un côté et un référentiel de compétences en termes de formation. Et donc de dire, finalement, les compétences attendues d'un étudiant qui sort au niveau, alors pas qui sort, qui est au niveau A5, c'est-à-dire au niveau du tronc commun, c'est-à-dire de la fin du tronc commun, là où tout le monde fait la même chose jusqu'à la A5, c'est ça, dans chacun des domaines, etc., etc. Et donc après, du coup, comment on organise la maquette pédagogique pour faire ça? Voilà. Et puis après, il y a la question de la A6, évidemment, avec l'enseignement clinique dédié, clinique ou pas clinique d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des A6 cliniques, qui est dédié aux différentes espèces, par exemple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a modifier l'approche et qui est toujours en termes de mise en œuvre d'actualité, parce qu'il y a toujours des choses à faire sur ces sujets. Après, je pense que la deuxième grande évolution, c'est le poids, me semble-t-il, et là, il n'y a pas forcément une homogénéité encore forte, mais il y a beaucoup d'échanges entre les écoles sur le poids des stages, sur le poids des activités en milieu professionnel. Oui, d'accord. Voilà. Là aussi, il y a des choses encore à discuter, à réfléchir, etc. Et notamment l'articulation dans l'acquisition des compétences. Quelle est la place de ces activités-là dans l'acquisition des compétences des étudiants, et comment on les formalise, comment on formalise ces acquisitions de compétences qui sont faites en milieu en milieu professionnel, donc en milieu hors école. Donc ça, je pense que c'est un grand chantier, et il y a des choses quand même qui ont été faites de façon importante avec la profession, notamment sur ces sujets-là. Et après, il y a aussi beaucoup de réflexion et de mise en œuvre sur la place des activités en simulation dans le cursus, c'est-à-dire comment les activités simulées, alors soit sur des gestes techniques, mais pas que, aussi avec la place du numérique, avec un certain nombre de produits en réalité virtuelle, etc., peuvent aider finalement à l'acquisition des connaissances et des compétences, et pour certaines, donc à la fois pour donner plus de confiance aux étudiants au moment où ils rentrent dans les cliniques, pour qu'ils soient on va dire plus à l'aise aussi dans une logique de bien-être animal, pour éviter Bien sûr, faire en sorte que les gestes techniques soient réalisés correctement la première fois sur un animal vivant. Et puis le deuxième volet, c'est aussi de développer des outils qui nous permettent de pallier les difficultés qu'on peut rencontrer d'accès à certaines situations. Par exemple, c'est compliqué désormais, vu la taille de nos promotions, mais aussi vu l'augmentation d'un certain nombre de contraintes. Vous pouvez donner un ordre d'idée etc. sur cette taille de promotion? C'est la deuxième fois que vous en parlez par rapport Actuellement, on est sur des promotions, on arrive à des promotions donc qui sont à 180 étudiants. Oui. Voilà, donc qui ont évolué progressivement de 120 à 140 à 160 à 180. Donc qui fait partie de l'engagement qu'on a pris, qui ont été pris de former plus de vétérinaires pour notamment répondre à la demande. Donc évidemment, c'est un challenge d'organisation, et c'est un challenge aussi de capacité à recruter le nombre de cas nécessaires pour la bonne formation des étudiants. Ça, c'est un double challenge. Et donc par rapport aux outils,
c'est la capacité à développer des outils. Je pense par exemple à certains élevages où il est extrêmement difficile de rentrer avec de façon régulière avec des étudiants en élevage porcin, dans les abattoirs, enfin voilà, dans un certain nombre de situations professionnelles dans lesquelles il faut qu'on trouve non pas des substitutions, parce que ça veut pas dire que ça va remplacer des visites, mais ça va venir en complément des visites avec des bons outils qu'on produit à 4 écoles souvent et qui nous permettent justement de faire de l'enseignement en mettant les étudiants en situation. Voilà. Donc je pense que ça fait partie des chantiers qui bon, il y en a d'autres, hein, mais quelque part sur cette période-là. Et dans la même veine, quelles sont les réflexions qui sont menées pour permettre de mieux inscrire la profession dans son époque, en fait, au sein du cursus? Donc, est-ce que les étudiants sont mieux accompagnés d'un point de vue management, gestion? Vous parliez des compétences tout à l'heure. Est-ce que, comment les soft skills, elles sont plus intégrées au parcours? Est-ce qu'il y a des cours de psychologie? Voilà. Est-ce qu'il y a des évolutions de ce côté-là pour que le cursus soit plus cohérent avec la profession de demain? Alors oui, il y a des choses qui sont faites. Il y a encore des choses à faire, hein, c'est évident. La difficulté, c'est toujours pareil, hein, la difficulté étant dans un cursus à forte connotation médicale et pour lesquels il y a des obligations d'enseignement et il y a des obligations d'acquisition de compétences. Comment on fait de la place dans un cursus fini qui est contraint dans le temps à d'autres types de disciplines moins historiques, moins c'est un vrai enjeu, oui. Difficultés difficiles à implanter, etc. Donc c'est tout ça. Donc oui, il y a des choses qui sont faites, hein, il y a des choses qui sont faites en gestion, il y a des choses qui sont faites en communication, il y a des choses qui sont faites voilà, dans toutes les approches, on va dire, d'activités en formation initiale. Il y a moins de choses qui sont faites en termes d'enseignement, hein, en termes d'enseignement obligatoire pour tout le monde, etc., sur des domaines qui touchent tous plus à de l'accompagnement, des approches psychologiques, etc. Ça passe plus par actuellement par soit des démarches volontaires, soit des processus d'accompagnement individuel pris en charge par l'école et organisés différemment selon les écoles, mais qui sont pas des modules d'enseignement autour de ces sujets-là. Voilà. Donc, mais il y a une réflexion sur ce sujet-là, hein, puisque un peu dans la veine ou dans la poursuite de ce qui a été fait par le professeur Truchot là sur la santé mentale des vétérinaires. Il y a une étude en cours là qui est presque finie, hein, dans lesquelles avec le professeur Truchot aussi, on a il a interrogé d'un point de vue qualitatif et quantitatif les étudiants vétérinaires des 4 écoles, hein, et puis pour justement évaluer leur état de mal-être et bien-être, voilà, les deux, et puis quels étaient évidemment les facteurs qui étaient les facteurs. C'est une étude très intéressante, on mettra les liens dans l'épisode. Aggravants ou au contraire protecteurs, puisqu'il y a les deux, hein, il n'y a pas que. Et donc voilà, donc ça c'est une étude qui est menée encore une fois 4 écoles avec un comité de pilotage 4 écoles avec la participation de l'ensemble des directions d'enseignement et de la formation, direction des formations des 4 écoles, l'appui des directions, voilà. Donc oui, il y a des choses qui sont faites. Pour autant, je pense qu'on n'est pas au bout du chemin là-dessus. Et justement, vous parliez tout à l'heure bon là c'est sur une démarche volontaire, mais est-ce que finalement il y aurait un intérêt à ce qu'il y ait une partie du cursus qui soit à la carte sur un système qu'on observe peut-être plus sur les modèles anglo-saxons, mais avec une possibilité en fin de cursus ou à un moment du cursus de choisir un certain nombre d'options. Est-ce que c'est des choses qui sont envisagées? Oui, alors c'est des choses qui sont envisagées et qui existent déjà, hein, dans certaines écoles où tout le monde, tout le cursus est pas, la maquette pédagogique est pas identique dans les 4 écoles, mais il y a déjà des crédits de type optionnel qui existent. Alors
il faut faire attention à une chose, et c'est ça qui est difficile souvent à manier, c'est que en fait la formation vétérinaire, elle est régie par une directive européenne qui dit qu'il y a des contenus qui sont indispensables et qui doivent figurer dans le sans donner de volume horaire, hein, sans donner de volume horaire. Et ensuite, il y a un dispositif, donc avec un référentiel qui est la base, on va dire, de l'évaluation, un dispositif d'évaluation que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, tous les 7 ans, des établissements d'enseignement vétérinaire en Europe, sous l'égide de la 3EV. Et donc, en fait, le curseur, en fait, il faut arriver à le placer pour garantir que à la fin de la 5e année du tronc commun, en fait, on arrive à respecter ce qui est attendu à la fois par la directive pour tous les étudiants, et aussi donc sa déclinaison opérationnelle qui est le référentiel d'évaluation de la 3EV. Donc, si on a un parcours, on va dire, trop à la carte ou trop tôt à la carte, par exemple, on pourrait imaginer de différencier beaucoup plus tôt des enseignements par espèce, et laisser le choix aux étudiants en disant, moi, de toute façon, je suis intéressé par une activité animaux de compagnie, donc j'ai pas besoin d'étudier ou moins d'étudier telle et telle partie qui concerne les animaux de production, ou l'inverse, hein. Eh bien, on va quelque part se faire retoquer ou taper sur les doigts en disant, ah ben non, regardez, là, vous ne pouvez pas garantir qu'un étudiant qui sort a acquis les compétences attendues dans le référentiel français, dans le référentiel européen, etc. Donc en fait, il faut toujours qu'on dose un peu le bon niveau là de caractère optionnel de certains enseignements. Et puis la réalité des carrières montre qu'en fait, les gens on est assez jeunes à l'école et en fait on fait pas toujours ce qu'on pensait qu'on allait faire. Donc on est bien content d'avoir pas mal de compétences, quoi. Et puis on est amené à évoluer au cours de sa carrière professionnelle, effectivement, dans des univers qu'on n'avait pas forcément, et à prendre des directions qui n'étaient pas forcément celles qui étaient prévues au départ, et c'est vrai dans beaucoup de carrières professionnelles actuellement. Donc c'est toujours ça. Pour autant, je pense qu'il y a une place, et nous c'est le sens à Toulouse là, de la réforme de la maquette pédagogique qu'on est en train de mettre en place, c'est de donner quand même un espace à de l'optionnel, voilà, et de permettre aux étudiants dans le tronc commun de faire quelques choix, et notamment ça peut être des choix de dire je vais aller faire une formation, ou l'école propose une formation autour de thématiques plutôt orientées sur des soft skills de type psychologie, bien-être, etc., etc. Pourquoi pas, hein, enfin, voilà. Ça peut tout à fait s'envisager. Ok. Et concernant la voie post-bac, quel est son apport? Enfin, qu'est-ce que vous constatez quant à l'insertion de la nouvelle voie parmi les voies entre guillemets plus historiques? Voilà. Quels sont vos retours à date, évidemment, puisqu'on n'a pas encore de recul sur ce sujet-là? Mais la voie post-bac, hein, je rappelle que la motivation de la création de cette voie de post-bac, c'était à la fois une volonté d'offrir une voie permettant de raccourcir la durée du cursus, puisque quand on regarde les standards européens de formation vétérinaire, on est sur des choses qui durent généralement 6 ans, parfois même un peu moins dans certains pays, et qui sont quasi tout le temps des voies post-bac, enfin, ou équivalent bac. Voilà, donc l'idée c'était de dire ne peut-il pas y avoir une voie qui permette de faire ça, tout en préservant évidemment les 6 ans d'enseignement vétérinaire. Donc voilà, donc ça c'est la première motivation. La deuxième motivation, c'était essayer aussi de diversifier géographiquement et socialement le recrutement des étudiants vétérinaires, sachant que pour certaines voies, en tout cas, on voit bien que ce recrutement n'est pas
très, on va dire, très diversifié géographiquement, notamment avec une concentration beaucoup sur des grandes métropoles ou des choses comme ça. Voilà. Donc il y avait ces deux objectifs-là qui ont été avancés, et donc avec ces deux objectifs, la réalisation d'un concours d'une voie originale, pas du tout historique dans des écoles vétérinaires, puisqu'on n'a jamais recruté des étudiants directement après le baccalauréat, même s'il y avait déjà beaucoup de voies diversifiées. Il n'y avait pas que les classes préparatoires, hein. Il y a la licence, Oui, il y a bien sûr. voilà, il y a déjà beaucoup de voies différentes, hein, mais qui n'étaient jamais des voies post-bac. Le constat qu'on fait actuellement, moi j'ai le sentiment que ça se passe bien, que les étudiants, on a fait en sorte qu'ils se sentent pleinement intégrés dans l'école, et que cette première année-là ne soit pas ni une classe préparatoire, parce que ce n'est pas une classe préparatoire, c'est la première année du cursus. Voilà, pour eux, et ils sont déjà lauréats d'un concours, et ensuite qu'ils puissent être pleinement insérés dans la vie de l'école. En termes de résultats, alors évidemment, on a peu de recul, hein, mais quand on regarde comment ça se passe, et quand on regarde aussi les résultats qu'ils obtiennent dans les années de cursus supérieurs, hein, donc deuxième année, troisième année, etc., on voit que ces étudiants, en tout cas avec le recul qu'on a, n'ont pas de difficultés, ne rencontrent pas de difficultés majeures par rapport à ceux qui viennent d'autres voies. De toute façon, faut bien comprendre, hein, par rapport, là je parle peut-être aux plus anciens dont je fais partie, c'est que les écoles vétérinaires ont déjà l'habitude de recevoir des étudiants qui ont un parcours hétérogène, qui ont un parcours parce que certaines viennent d'une licence, certaines viennent d'un BTS avec une classe préparatoire en 1 an jusqu'à présent, etc., etc. Donc cette hétérogénéité de cursus, je dirais pas de niveau, de cursus, c'est déjà quelque chose qui existait dans les écoles. Donc c'est pas c'est différent de la situation qu'on connaissait avant la mise en place des différentes voies, pour lesquelles il y avait qu'une classe préparatoire en 1 an spécifiquement vétérinaire, où là effectivement on avait un recrutement monolithique. Mais depuis la mise en place de ces différentes voies, cette hétérogénéité, on la connaît, et quelque part on a appris à faire avec, et l'objectif c'est effectivement d'arriver à ce que tout le monde à la fin arrive au bout, en investissant plus peut-être sur certaines disciplines au début parce qu'ils se sentent moins à l'aise, et en investissant moins parce qu'ils ont un bagage plus fort. Les étudiants, ils arrivent généralement assez bien à réguler ça, quoi. Voilà. Donc, et cette hétérogénéité, pour vous, c'est une richesse? pour moi, oui, clairement. Je pense que d'avoir des étudiants qui viennent de parcours différents, qui ont des expériences différentes, qui ont des formations différentes, certaines ayant justement fait beaucoup de stages en milieu professionnel, pas forcément vétérinaire, mais en milieu professionnel parce que leur formation faisait ça. D'autres ayant moins cette opportunité-là, mais un bagage académique différent et plus approfondi dans certaines disciplines, etc. Je pense que c'est une richesse. Je pense qu'il faut qu'on ait cette diversité-là. Alors, ça peut être source de quelques, pas de difficultés, mais de quelques réglages, on va dire, par rapport justement à comment un étudiant qui n'a pas ce bagage-là peut arriver à s'en sortir correctement dans telle discipline. Mais ce que je disais, hein, c'est que les étudiants, généralement, ils ont une capacité d'adaptation avec l'aide du corps enseignant, d'adaptation de leur investissement de travail en fonction des différentes disciplines et de leur bagage antérieur, qui fait que ça se passe bien. Très clair. Alors je précise à nos auditeurs qu'on n'abordera pas le sujet école privée parce que vous avez un devoir de réserve sur cette question. Donc le devoir de réserve, pour expliquer, c'est que voilà, c'est un devoir de neutralité. On est soumis à une obligation de discrétion professionnelle. Et je vais plutôt rebondir sur la partie étudiant dont vous parliez. Vous êtes au contact des étudiants depuis des années. Vous les avez vus changer peut-être au fur et à mesure des générations. Qu'est-ce que vous diriez de cette génération sortante, cette fameuse génération Z,
de ses atouts, des enjeux auxquels ils vont devoir faire face? Alors, oui, ça fait longtemps que je vois des étudiants avec quand même peut-être un biais qui est que les étudiants que l'on côtoie, ils ont toujours le même âge et nous, on n'a pas le même âge. Ça, je pense que c'est quand même un élément déjà important parce que finalement, on se dit oh là 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 là, mais en fait, oui, ok, mais nous, on les voit pas du tout, peut-être de la même manière quand on a 30 ans que quand on en a 50, Oui, voire certainement. presque 60. Donc ça, déjà, je pense qu'il y a un biais d'observation là-dedans. Moi, C'est le chercheur qui parle là. voilà, moi, ce que je constate, et encore une fois, c'est un constat et je prétends pas du tout résumer la situation. Voilà, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a à la fois des étudiants qui sont brillants, voilà, des étudiants qui ont des fortes capacités intellectuelles, fortes capacités on va dire d'initiative. Donc des étudiants, voilà, pour lesquels je pense qu'on a une vraie chance d'avoir ce potentiel étudiant-là. Et notamment sur les dernières années, alors je saurais pas du tout dater ça de façon précise, mais des étudiants qui, sans généraliser, pour moi, sont en manque de confiance, voilà, ont une forme d'appréhension. Alors il y en a qui sont très bien, on va dire, dans leur basket et qui a pas de problème, hein, mais un sentiment que finalement ils ont peut-être certaines formes d'appréhension à rentrer dans le milieu professionnel, en disant de toute façon on n'en sait pas assez, on sait pas assez faire, etc., etc. Or je suis persuadé que ils ont à la fois un bagage scientifique, un bagage qui leur permet de raisonner, un bagage technique aussi, qui leur permet tout à fait de s'insérer dans le milieu professionnel. Voilà. Et vous pensez que ce manque de confiance, hein, qu'on voit très bien dans les études, hein, c'est effectivement, d'ailleurs, pas que chez les vétérinaires, hein, vous pensez que ça vient de quoi? Bah, je pense qu'il y a il y a plusieurs facteurs. Il y a probablement un facteur qui est lié à un peu à la société et dans le monde qu'on vit. Hein. L'exigence client n'est pas la même très clairement, et surtout le relais de cette exigence, c'est-à-dire la façon dont on va dire une activité ou un acte qui aurait peut-être pas été fait ou perçu comme par le client comme étant totalement fait dans les règles de l'art, etc. Ça peut très vite prendre des conséquences, y compris des conséquences médiatiques via réseaux sociaux, via etc., etc., qui peut prendre des proportions sûrement qui n'ont rien à voir avec ce qu'on vivait il y a 20 ans ou 30 ans, quoi. Voilà. Donc une forme quelque part d'urgence, une forme d'exposition qui les met surtout en phase d'insertion professionnelle dans une situation pour certains qu'ils ont du mal à gérer. Après moi je leur dis assez souvent que et je suis pas le seul hein, évidemment que cette notion de confiance enfin je veux dire prétendre que lorsqu'on sort d'une formation initiale on est apte à tout faire et que on a les compétences à 100% pour voilà. On peut toujours y croire et on peut toujours rêver, hein. Mais dans aucune formation, sinon l'expérience professionnelle ne servira à rien. Non, Si on dans s'ennuierait, aucune on n'aurait plus rien à formation, apprendre. on peut avoir, passez-moi cette expression, un produit fini à la fin d'une formation initiale. C'est un leurre, surtout dans nos milieux avec la diversité des champs d'activité, etc. Donc évidemment qu'il y a un processus d'accompagnement, il y a des choses comme ça qui sont évidemment nécessaires en interaction avec les employeurs. Mais oui, enfin, je pense que alors encore une fois, hein, faut pas généraliser, mais cette voilà, ce sentiment là de peut-être
de difficultés ou en tout cas de craintes perçues me semble en tout cas supérieure à celle qu'elle était il y a peut-être une dizaine d'années. Voilà. Et je suis d'accord, enfin je pense que ça n'est pas du tout spécifique de la profession vétérinaire. Voilà. Oui, non, les études le montrent très clairement. Mais voilà, c'est parfois assez déroutant. Parce que, encore une fois, je répète, on a quand même affaire à un public d'étudiants qui a des très fortes capacités d'organisation, de travail, qui est de raisonnement, voilà, et pour autant, qui a l'impression presque de pas être à sa place ou voilà. Donc ça peut être assez déroutant, et donc je pense qu'il faut fortement les rassurer sur ces sujets-là, quoi, en leur disant mais si, vous allez voir, ça va bien se passer, ça va le faire. Bon, c'est un message il y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent sur ces podcasts, donc c'est un message positif. Pour aller un peu plus loin sur ce sujet, pour vous, quels sont les grands enjeux du métier vétérinaire de demain? Si on fait l'exercice de se projeter à 10 ou 15 ans, à quoi allons-nous devoir faire face, à votre avis? C'est difficile, parce qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité. Donc, je pense qu'il y a des questions, c'est pas très original. Il y a des questions d'organisation du travail, qui sont au sens large, qui sont évidemment devant nous. Des questions de modification potentielle des activités ou de l'organisation des activités sous l'effet d'un certain nombre de technologies ou de nouvelles technologies. Je pense au poids du numérique, à la capacité ou non à faire un certain nombre d'activités à distance, etc. Donc ça peut quand même venir impacter fortement l'organisation de la profession, l'organisation de l'activité, le poids aussi de certaines activités. Et puis l'articulation entre des activités spécialisées, des activités plus généralistes, et la relation entre généralistes et spécialistes qu'on ne trouve pas là encore, une fois encore, que dans la profession vétérinaire, mais je pense que ça fait partie des choses qui sont importantes. Par exemple, côté, je pense qu'il y a un réel besoin et une réelle attention à porter sur, au niveau de la formation vétérinaire, sur les activités, on va dire, de type généraliste. Voilà. En disant, il y a une appétence, il y a une visibilité et il y a un intérêt. Je ne suis pas du tout en train de dire que les formations de spécialistes n'ont pas d'intérêt, pas du tout, et elles ont leur place et il y a aucun souci là-dessus. Pour autant, l'activité, ce développement-là ne doit pas se faire, à mon avis, au détriment d'une bonne formation généraliste. Voilà. Oui. Et donc d'une capacité à développer des activités de type médecine de première ligne. Enfin, je dis médecine au sens large, c'est pas forcément disciplinaire. Et ça, c'est un vrai sujet, je pense. C'est un vrai sujet d'organisation et aussi de formation, pour que ces étudiants-là comprennent l'intérêt et voient l'intérêt de ce type d'activité et ne focalisent pas forcément leur attention sur les spécialités et que sur les spécialités. Moi, je suis toujours surpris, et pas plus tard qu'hier, j'ai fait une intervention dans un lycée agricole auprès de personnes qui sont en BTS ou en terminale, etc., et qui sont intéressées par les formations vétérinaires. Donc, je vais faire une présentation comme on en fait tous un peu dans différents lycées, etc. Et alors que je ne parle pas du tout de parcours de spécialisation et que je présente un peu les données de qu'est-ce que c'est qu'une formation vétérinaire dans le sens large et que sont les métiers de
de vétérinaires dans leur diversité, avec donnant quelques éléments de démographie, etc. Les questions, elles portent très largement sur comment on fait pour devenir spécialiste en ceci ou en cela. Voilà. Et quand on participe à des forums de métier, quand on participe, etc., on a souvent ce prisme-là, ce qui je trouve assez déroutant. Et Oui, donc, on peut même pas dire que c'est un manque de confiance apparu au cours du cursus parce que non. c'est très, très Et donc précoce. le message qu'on essaye de faire passer, parce que là, je pense qu'on est tous un peu comme, c'est de dire, écoutez, déjà, ce qu'on disait tout à l'heure, vous ne savez pas forcément ce que vous ferez à la fin. Le cursus, il est là aussi pour quelque part, au-delà des compétences techniques et des compétences scientifiques et des modes de raisonnement, vous permettre justement de découvrir, d'avoir des rencontres, etc., etc. Et peut-être que c'est bien de vous intéresser à la spécialisation, c'est parce que voilà, mais d'un autre côté, voilà, il y a beaucoup de choses à voir et à découvrir avant de penser à ça. C'est bien d'avoir un objectif, hein. Voilà. Mais moi, je suis toujours dérouté par ça. Je suis toujours dérouté par ce prisme très, on va dire, ce focus mis sur certaines activités. Y compris avant d'avoir débuté le parcours. Voilà. Ouais. Donc Non, c'est intéressant je parce trouve que ça assez je pensais surprenant. pas que ça venait parfois aussi tôt en fait. Hum. Et du coup, je rebondis sur cette histoire de vétérinaire généraliste, puisque effectivement, on a besoin de vétérinaires généralistes pour vous parler du sujet de la pénurie, qui est toujours d'actualité, même si nous on observe sur Thema Vet Job une légère amélioration, notamment sur les 12 à 18 derniers mois. Voilà, est-ce que vous avez des données à nous partager sur l'évolution que ça va avoir grâce aux réformes, notamment de cursus? Voilà, comment vous pensez que ça va évoluer peut-être sur les 5 à 10 ans? Oh, je sais pas si c'est grâce aux évolutions de cursus, non. Quand je dis qu'il y a cet enjeu-là, bon, enfin, les sujets, ils sont connus, hein. Il y a des questions d'articulation, enfin, de rythme et d'articulation, d'organisation de travail. Il y a des questions d'espèces, évidemment, hein. Toute la question de la place de la valence animaux de production dans certaines activités, avec les enjeux de maillage vétérinaire et plus généralement de maillage sanitaire. Donc ça fait partie des sujets sur lesquels je pense les étudiants sont très sensibilisés. Il y a des dispositifs qui sont mis en place en France depuis quelques années, qui quelque part essayent de porter l'attention là-dessus et d'essayer de, pas forcément de répondre, mais en tout cas de faire en sorte que des étudiants qui sont intéressés par ces secteurs d'activité-là se sentent plus opérationnels assez vite à la sortie de l'école. Je pense par exemple au dispositif des stages tutorés, mais pas que. Tout le travail qui est fait entre l'ordre, la profession, avec le concours des écoles sur l'identification des zones potentiellement en difficulté en termes de maillage et comment on essaye de répondre à ça. Toute la sensibilisation qui est faite dans les écoles sur y compris avec les collectivités territoriales, puisqu'on est sollicité, on essaye de répondre assez régulièrement à des sollicitations de collectivités territoriales sur ces sujets-là. Donc voilà, je pense que c'est un sujet, ce sont des sujets compliqués. Je pense pas que ce soit des sujets qu'on peut résoudre en 5 ans. Mais pour autant, je pense déjà un enjeu qui me semble essentiel, c'est la bonne caractérisation de la situation, c'est-à-dire de dire où est-ce que véritablement il y a une situation de difficulté et où est-ce que la situation est moins critique dans d'autres zones. Donc voilà, avec pour nous une difficulté, enfin pas une difficulté, mais quelque chose qui peut paraître un peu paradoxal, mais qui n'est pas tant que ça finalement, c'est que des étudiants, si on prend le sujet des animaux de production, des étudiants qui sont fortement intéressés par l'activité d'animaux de production, ils vont naturellement avoir tendance à aller dans des grands bassins de production, dans des cliniques ou des activités dans lesquelles il y a une activité de production forte, parce que c'est là quelque part que ils vont s'épanouir le plus et voir, voilà. Donc quelque part
c'est un peu une économie d'agglomération, quoi. C'est les zones qui sont les moins en difficulté qui bénéficient de ces ressources-là, et donc mais quelque part, c'est un peu naturel pour des gens qui sont intéressés fortement par ces activités-là. Donc c'est toute la difficulté de dire comment on peut résoudre ces situations-là avec ce tropisme-là des étudiants voulant aller naturellement vers ces zones-là. Voilà. Affaire à suivre du coup sur ces prochaines années. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour conclure positivement aux étudiants, surtout aux étudiants qui nous écoutent, sur la mission et l'engagement que vous allez porter ces prochaines années en tant que directeur? Moi, je leur dirais que on a toute confiance dans leurs capacités, que l'ensemble des écoles et de la profession, parce que j'associe la profession, parce que je suis persuadé que on doit mutuellement s'appuyer, c'est-à-dire que il y a un cursus, ce cursus se nourrit de situations professionnelles, d'interventions de professionnels, et que les écoles ont aussi un rôle et ont un rôle dans vis-à-vis de la profession, et donc en travaillant comme ça de concert sur les sujets, en écoutant et en étant sensible à un certain nombre de problématiques étudiantes qui émergent, parce que ça, il faut pas le nier, mais sans tomber dans un discours catastrophiste ou négatif. Voilà, moi je suis persuadé qu'il y a beaucoup de choses à faire avec les étudiants, en concertation avec la profession, et que les situations qui sont décrites et qu'on essaye de plus en plus d'objectiver, notamment en améliorant fortement la qualité des données que l'on a. Et là, c'est peut-être une marotte, mais ça fait partie des choses auxquelles je me suis beaucoup intéressé, ça continue à m'intéresser. Je pense qu'on peut mieux caractériser des situations, essayer de mieux les comprendre, et que c'est une phase indispensable pour poser un bon diagnostic pour arriver à essayer de trouver les meilleures solutions. Bon, Voilà. le message sera entendu. Merci. Est-ce qu'on a oublié quelque chose dans tout ce qu'on a balayé? Non, enfin c'est un point qu'on n'a pas abordé peut-être, et que j'aurais dû signaler dans les évolutions du cursus là, ou évolution, c'est le poids, on va dire croissant et à mon avis important de la dimension internationale, c'est-à-dire de quelque part d'avoir, ça correspond aussi à des générations qui bougent plus, des générations qui ont envie d'aller voir ce qui se passe aussi à l'extérieur. Et je pense que l'avoir introduit dans le cursus cette obligation de mobilité et cette opportunité d'aller voir ce qui se fait ailleurs dans la profession vétérinaire, mais aussi dans d'autres types de professions en lien avec les activités vétérinaires, je pense que c'est une vraie opportunité, et que c'est intéressant, et que c'est toujours intéressant de voir les situations qui se passent, enfin la façon dont ça se passe à l'étranger. Voilà. Ça reboucle avec l'enrichissement par la diversité. Voilà, c'est un plus pour les étudiants, il me semble, et même si c'est pas toujours facile à construire et à mettre en place, je pense que c'est une opportunité. Ok. Comment nos consoeurs et nos confrères peuvent vous contacter? Je pense que le mieux, c'est par mon adresse mail institutionnelle, donc pierre.sans@envt.fr. Parfait. Voilà. Je vous remercie. Alors, je le redis, j'ai été vraiment très heureuse de vous avoir à mon micro. Moi, j'ai appris plein de choses sur le rôle d'un directeur, comment on devenait directeur. Et j'espère que cet épisode contribuera à déconstruire peut-être certaines idées reçues qu'on peut avoir. On a des idées toutes faites sur le sujet du cursus. Et parfois, on a tendance à aller dans l'IACA faucon sans prendre la mesure de toute la complexité du sujet. Vous avez bien démontré toute la complexité du sujet. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de catastrophisme, qu'il fallait prendre les choses posément. Donc rien que pour ces grands messages, merci. Et je vous souhaite une très bonne continuation. Merci, et merci de cet échange. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit,
partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.